Elle est médecin, professeur agrégé de néphrologie à la faculté de médecine d'Oujda au Maroc. Mais Intisar Radia est aussi écrivaine et poétesse. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau du journal Afrique. Vous publiez aux éditions Saint-Honoré en France et Orion au Maroc votre nouveau livre, L'Inconnu. Un livre et un roman donc sur la trajectoire de plusieurs femmes au Maroc et principalement celle de Laïla, cette veuve qui se retrouve du jour au lendemain à maman d'une petite Farah, bébé que l'on dépose devant la porte de son appartement. D'abord, Intisar Radia, qui est cet inconnu de votre livre ? D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici, une nouvelle fois sur le plateau de TV5 Monde. Sinon, l'inconnu, c'est au lecteur de percer ce mystère. Ça peut être... Ça peut tout être. C'est Moi, ça. à aucun Il y a moment, plusieurs pistes. voilà, il y a plusieurs pistes. À aucun moment, je n'ai été explicite sur le personnage de l'inconnu. D'ailleurs, est-ce qu'on est certain que l'inconnu fait partie des personnages? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est pas la vie, cet inconnu, voilà, par parce exemple? que la vie aussi, c'est une équation à plusieurs inconnus. Intisar Radia, pourquoi ce roman sur cette adoption? Pourquoi avoir choisi ce thème? Écoutez, là, j'ai écrit pour raconter. Pour mettre de la lumière sur des thématiques de la société, des thématiques qui m'interpellent. Lesquelles, par exemple? La condition féminine en général, dans mon pays, les enfants abandonnés, les petites bonnes, l'accès à l'éducation. Il y a plusieurs thèmes dont on regorge. Il y a plusieurs trajectoires. Effectivement. C'est vraiment ça. Sur la question de l'adoption, justement, je crois qu'on parle de kafala, justement, au Maroc. Justement. C'est très compliqué, en tout cas, sur cette période-là. Elle est née en 1980, la petite Farah. Donc Laïla va l'adopter, mais elle va lui cacher pendant très longtemps qu'elle a été adoptée, parce que c'est assez mal vu encore. En tout cas, il y a beaucoup de cancans autour et elle veut la protéger de cela. En fait, tous ces événements se déroulent au début des années 80, mais beaucoup de chemin a été parcouru au Maroc. Donc les choses ont changé, la société a évolué, et du coup, là on comprend parfaitement l'attitude de Laïla. Laïla a voulu offrir le meilleur pour cet enfant. Elle a voulu en faire une enfant, puis une femme accomplie, la voir réussir sa vie. Donc elle a mis toutes les chances de son côté. Voilà. Il y a aussi cette question, donc encore une fois sur l'adoption. Laïla se fait cette remarque dans le livre. Si elle-même avait été stérile, ce qui n'était pas son cas, c'était le cas de son mari, elle ne serait pas partie, alors que son mari l'aurait peut-être fait. Elle se dit que c'est ça aussi, la condition des femmes, en tout cas à ce moment-là. Une espèce de fatalisme, en tout cas. Oui, ça c'était son choix personnel, on va dire. Laïla, c'est une femme conservatrice, c'est une femme avec beaucoup de pudeur. D'ailleurs, c'est ce qui est remarquable dans ce personnage. Et voilà. Bon, après, on ne peut pas généraliser à partir du cas de Laïla sur toute une société. Donc là, il y a différents types de personnalités, bien sûr. Il y a aussi, vous en parliez, l'histoire de cette petite bonne, Fatia, qui réussit à aller à l'école, voilà, par un concours de circonstances, qui n'y restera pas, malheureusement. Oui, mais Fatiha, là aussi, c'est la petite bonne. C'est un personnage aussi qui est remarquable du fait qu'elle a arraché de justesse son droit à l'éducation. Donc elle a appris des choses. Maintenant, dans la vie, il y a des obstacles, il y a des freins, mais ça lui a servi. Par la suite, il y a ses enfants qui vont faire des études, qui vont briller. Donc ce n'était pas perdu, quand même. Est-ce que, justement, entre ces années 80, ce début des années 90, le Maroc a beaucoup changé sur la condition des femmes? Oui, bien sûr. Vous savez, il y a une date déjà qui est remarquable, une date clé au Maroc, c'est 2004, là où il y a eu la réforme du code de la famille, ce qu'on appelle la Moudawana, justement. Donc là, elle a octroyé des droits aux femmes. Donc il y a eu des améliorations de pas mal de choses, parmi lesquelles les droits des femmes. Donc il y a maintenant l'interdiction des mariages des mineurs, le harcèlement sexuel est considéré comme étant une faute et puni par la loi. Il y a aussi la co-responsabilité des époux dans le mariage, alors qu'avant l'homme était le chef de la famille, avait autorité sur son épouse. Et puis une femme n'a plus besoin de tuteur pour se marier, donc un tas de droits, un tas d'acquis bien entendu.
Il reste des choses à faire. On a suivi évidemment cette affaire autour de cette journaliste qui avait été donc accusée, emprisonnée pour avortement. Enfin, on l'avait accusée d'avoir avorté. Vous avez suivi cette affaire? Et bien sûr, tout le monde a suivi l'affaire. Ça fait l'actualité. Donc là, cette affaire et un tas d'autres, enfin, et d'autres thématiques, notamment sur l'héritage, sur des thèmes similaires, donc qui sont d'ailleurs traités dans le roman. Ça, c'est au cœur aussi de votre livre, parce que Leïla, quand elle devient veuve, elle perd quasiment tout, puisque son beau-frère va récupérer la maison, sa belle maison, et une grande partie de l'héritage. Eh bien, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, en fait. Justement, ces thématiques-là, elles sont au cœur d'un débat de société au Maroc. Il y a plusieurs façons de voir. Donc, il y a des intellectuels, des partis politiques, des religieux. Tout le monde cherche un peu, discute, débat de cela. Puis on verra. Votre livre apporte aussi une pierre à ce débat. Bien sûr, mais bien sûr. Oui, allez-y, allez-y. Oui, bien sûr. C'est l'intérêt d'écrire, c'est l'intérêt, lorsqu'on a la chance et le privilège de porter sa voix, c'est cette contribution, moi je pense qu'elle a sa place. Hein. Alors je voudrais revenir aussi sur vous, votre choix d'écrire. Vous êtes donc médecin, un néphrologue. Comment on se lance dans l'écriture? Écoutez, moi je ne me suis pas lancée dans l'écriture du jour au lendemain. Moi, la médecine et l'écriture sont deux facettes, je dirais, indissociables de mon être, de ma vie. Médecin, ça a été un rêve que j'ai nourri enfant. Je viens d'une famille avec une maman qui magnifie les docteurs. Et après, bon, j'étais aussi inspirée par le Dr Quinn, femme médecin. Cette série, la fameuse série américaine. Oui, la fameuse série américaine, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Et là, ça s'est concrétisé au prix de plusieurs efforts. Pour ce qui est d'être auteur, eh bien, c'est quelque chose là qui m'a accompagnée très tôt, assez tôt dans la vie. Donc c'est une passion et j'ai lu des livres aussi avant d'écrire. Je suis une grande lectrice. J'ai lu des livres qui m'ont aussi autorisée à franchir le pas et à écrire. Il y a Rainer Maria Rilke dans Lettre à un jeune poète, par exemple. Vous voyez, lorsque le jeune poète lui demande s'il doit continuer à écrire, si ses écrits sont bons, il lui dit « mais ça n'a aucune espèce d'importance, allez-y, si vous aimez. De toutes les manières, le talent viendra avec le temps. » Là, je me suis sentie autorisée à écrire à partir de là. Après, il y a eu des Il y avait une barrière en tout cas pour vous? Pas du tout, pas de barrière. Non. Mais vous dites vous vous sentiez autorisé. Mais autorisé, ça veut dire je crois en mes écrits. Voilà. J'écris et puis peu m'importe si c'est bien ou pas, de toutes les manières, l'espoir que ça s'améliore est toujours là. Après, il y a eu des auteurs engagés que j'ai lus en étant enfant, adolescente, préadolescente, qui m'ont beaucoup marqué. Toni Morrison, par exemple, avec ses récits bouleversants sur la femme afro-américaine. Il y a eu Lorraine Hansberry qui... Du haut de sa courte vie, qui n'aura duré d'ailleurs que 34 ans, a laissé une œuvre remarquable, à la fois engagée, féministe, avec les droits des femmes au cœur de ses écrits. Ben voilà, et puis je pourrais citer plein d'autres auteurs. Une question qu'on doit vous poser régulièrement, vous qui êtes donc écrivaine et médecin, est-ce qu'on soigne les mots MAUX par les mots MOTS? Ah oui, ah oui. Ah oui, vous savez, on nous dit, ce qu'on nous a appris déjà en psychologie médicale au tout début de notre cursus de formation d'étudiants en médecine, c'est que le premier médicament, le premier traitement qu'un médecin peut offrir, c'est le médecin lui-même. L'attitude du médecin, l'empathie, être à l'écoute, tout ça, ça soigne. Lorsqu'on sait parler à un patient, lorsqu'on sait aborder, approcher le patient, vous savez, on en a besoin pour annoncer un diagnostic. Annoncer une mauvaise nouvelle, ce n'est pas toujours simple. Voilà, c'est super important. Dernière chose, vous êtes poétesse également et vous avez reçu le prix spécial de la francophonie d'Amavika pour Étincelle de vie. Est-ce que vous pouvez nous réciter ce poème qui est assez court? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête? Non, je ne l'ai pas en tête. Le même pas et d'ailleurs, je l'avais écrit il y a très longtemps. Vous savez, Au fil des songes, c'est un recueil qui était dans mon tiroir depuis très longtemps. Et je n'avais même pas j'avais pas participé à ce concours. C'est par hasard. Donc. Voilà, c'est un hasard, c'est un heureux hasard. D'ailleurs, c'est une reconnaissance qui m'a beaucoup ravie. Merci Ntissa Radia d'avoir été avec nous. Votre nouveau livre L'inconnu est publié en France aux éditions Saint-Honoré et au Maroc aux éditions Orion.